Les ASV sont souvent les premières à absorber le stress de la clinique et les dernières à recevoir de la reconnaissance. Entre les urgences, les appels difficiles, les émotions des propriétaires et les imprévus du quotidien, elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des cliniques. Et comme les vétérinaires, elles sont exposées à une forte charge émotionnelle qui peut avoir un impact sur leur bien-être au travail. C'est pourquoi Purina Pro Plan s'engage concrètement auprès des équipes vétérinaires pour favoriser la reconnaissance et l'épanouissement professionnel. Dans ce cadre, ils organisent avec Louveteau un tour de France consacré au bien-être émotionnel des équipes, animé par le docteur Marie Tanguy, vétérinaire et ingénieur en mentorat. 4 dates sont encore prévues. Aix-en-Provence le 15 septembre, Nantes le 1er octobre, Bordeaux le 8 octobre et Strasbourg le 15 octobre. Les inscriptions se font via les délégués ProPlan. Un grand merci à ProPlan, partenaire de nos hors-séries ensoleillées dédiées aux ASV pour la 4e année consécutive. Et maintenant, place à notre invité du jour. Et psst, si vous souhaitez en savoir plus sur le docteur Marie Tanguy et le mentorat vétérinaire, c'est l'épisode 14 de Veto Micro. Comme chaque été, on a envie de soleil et de bonnes ondes dans nos oreilles. Et si c'était le moment idéal pour prendre un peu de recul et découvrir de nouveaux parcours inspirants ? C'est justement l'objectif de ce 4e hors-série ASV du podcast Veto Micro. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté les 3 premières éditions, n'hésitez pas à remonter le fil Veto Micro pour retrouver les épisodes des saisons précédentes. Cette année, nous vous emmenons à la rencontre de femmes et d'hommes dont le parcours témoigne de la richesse du métier d'ASV et des nombreuses évolutions qu'il permet. Ils et elles ont choisi d'être ASV autrement, de faire évoluer leur carrière sans jamais perdre de vue ce qui les anime réellement, leur engagement au service de la santé animale. Parce qu'au fond, être ASV, c'est acquérir des compétences et une expérience qui peuvent s'exprimer de bien des façons. Et il y a 1001 manières de continuer à faire vivre ces valeurs tout en restant profondément attaché au monde vétérinaire. Belle écoute! Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans ce 3e épisode du hors-série ASV de l'été, je suis ravie de recevoir un représentant de la jante masculine dans une profession très largement féminisée. Après une classe préparatoire BCPST, il se tourne vers le métier d'auxiliaire spécialisé vétérinaire en intégrant Subveto. Pendant 7 ans, il exerce dans une clinique à Marcq-en-Barœul où il développe de solides compétences, notamment en chirurgie, en soins et en gestion de laboratoire. Il y a bientôt 2 ans, il prend un nouveau virage professionnel en devenant délégué vétérinaire. Il accompagne désormais les équipes autour de solutions de diagnostic directement en clinique, avec toujours la même passion pour l'innovation et la qualité de soins. Nous allons découvrir comment son expérience de terrain nourrit désormais son nouveau rôle auprès des équipes vétérinaires. Alors bonjour Raphaël et bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Annabelle. Merci d'avoir accepté mon invitation et de partager ton expérience avec nous. Alors la première question, tu t'en doutes, pour qu'on fasse le lien un petit peu avec tout ça, comment es-tu devenue ASV et peux-tu nous parler de ta formation initiale ? Bien sûr. Alors, comment je suis arrivé à ASV au tout départ, j'étais plutôt parti sur Veto, hein. C'est pour ça que j'ai fait une classe prépa BCPST. Je pense que tu sais un peu comment ça se passe en classe prépa. C'est pas du tout adapté à moi, pas du tout. Au cours de la première année, je savais déjà que ça n'allait pas le faire, donc je me suis tourné un peu vers éventuellement l'environnement Veto et j'ai découvert le métier d'ASV. Il y avait une formation qui était accessible à 10 minutes de chez mes parents, de chez moi, hein. Donc du coup c'était le bon plan. Donc je suis arrivé sur les bancs de Subveto, une formation en 2 ans. Alors pourquoi le choix de Subveto à côté du GIPSA potentiellement? Ça peut être une question qui peut être posée. C'était plutôt pour le côté formation, en tout cas le nombre de stages différents qu'on peut réaliser, contrairement au GIPSA où on peut être potentiellement raccroché qu'à une seule clinique. Moi, c'était plutôt la pluralité des cliniques qui m'attirait, avoir plusieurs manières de travailler de ce côté-là. Et donc, j'en suis arrivé à ASV plutôt par cette voie-là. Est-ce que c'est au cours d'un de ces différents stages que tu as trouvé ton premier poste ? Oui, tout à fait, en seconde année, le premier stage de seconde année. Et c'était quoi comme clinique ? Alors c'était une clinique chiens, chats, chevaux et NAC. Je sais pas si on donne les noms. Tu peux donner le nom, aucun problème. On peut. Donc c'est la clinique du Molinel à Marcq-en-Barœul dans le Nord, qui m'a accueilli en stage longue durée alors c'était de janvier à mars,
2017 et en avril, du coup, j'ai eu mon premier poste là-bas. Et si je ne me trompe pas, tu es resté, 7 ans dans la même structure vétérinaire? Tout à fait. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette structure? Bah, l'évolution, enfin, je veux dire, quand je suis arrivé, on était, alors, mes collègues corrigeront peut-être, mais il me semble que j'étais le 6e ou 7e ASV. Ah oui. Le tout début quand même d'une grosse clinique, parce que maintenant ça s'est bien développé. Ils en sont bientôt une vingtaine d'ASV et même chose en veto, hein, donc ça a bien avancé entre temps. On a connu du coup les travaux, l'évolution vraiment de la structure en tant que telle. Donc c'est un peu ce qui m'a fait rester là-bas. Et puis l'équipe, hein, c'était une très bonne équipe. On a eu une bonne entente. Quelles étaient tes missions, pendant ces 7 années? Est-ce que tu as changé un petit peu de poste? Est-ce que, tu as développé des compétences dans des domaines particuliers? Bah, moi, je suis arrivé au moment où l'équipe se structurait un petit peu. Donc, on avait des ASV qui étaient plutôt axés accueil, des ASV plutôt axés soins. J'ai plutôt été mis dès le début sur les soins, sur l'arrière, en tout cas tout le back office, ce qui m'a pas déplu. Ça n'empêchait pas de prendre le téléphone de temps en temps, de répondre aux clients, hein, mais c'était plutôt du soin, de la chirurgie. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, oui, je me suis un peu plus spécialisé, on va dire, sur le laboratoire, gestion des référents labos et puis la maintenance des machines, une référence vraiment au global sur le laboratoire. D'accord. Et tu avais l'air, assez épanoui, tu fais plein de choses très différentes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer? Est-ce que c'est plutôt l'opportunité? Est-ce que c'est un projet ou par nécessité? Parfois, c'est, une histoire de déménagement ou de conjoncture ou de vie perso qui évolue? Non, bah, ce qui a vraiment déclenché ça, c'était l'opportunité, avec le labo avec qui je bosse là maintenant. En fait, on était installés, à la clinique depuis, 4 ans avec cette machine-là. Donc j'ai eu la chance de travailler avec. On a développé, enfin c'est un labo qui est assez axé développement en interne, hein, ils vont pas chercher ailleurs, donc c'est ça qui m'avait bien plu. Ils cherchaient quelqu'un sur le nord, bon le nord étendu, hein, parce que je suis Mmh. un peu plus loin maintenant. C'était la bonne occasion, on va dire. À côté de ça, bon en clinique il y a eu les rachats hein, qui ont un peu poussé à ça aussi. Ça a eu un changement d'équipe aussi à un moment. Mais c'est pas l'équipe et le métier en tant que tel qui m'a fait changer. C'est plutôt aussi de l'arrivée de cette opportunité qui m'a dit bah tiens, allez pourquoi pas on va tenter. Est-ce que tu as hésité un peu ou finalement pas du tout? Tu t'es dit: «Bah, j'y vais et puis si ça se passe bien, super et si ça se passe pas bien, bah, je retournerai en clinique, peut-être dans la même, peut-être dans une autre»? Oui, c'est plutôt cette seconde option où je me suis dit, bah autant tenter. Si je le tente pas, je vais le regretter. Et puis de toute façon, comme tu le dis, hein, j'ai toujours mon diplôme d'ASV, ces années que j'ai derrière moi, donc bon, je dis pas que je retrouverai un poste demain en clinique, hein, peut-être pas, mais ça me ferait pas peur d'aller retrouver une clinique et de me réintégrer dans une équipe. Ce serait pas un souci. Oui, puis tu pas forcément un retour à la clinique, parce que c'est pas quelque chose, un Mmh. cheminement ou une lassitude qui a fait que tu avais complètement envie de changer et de ne plus pratiquer le métier d'ASV, Voilà, en structure vétérinaire. exactement. C'était plutôt une réponse Ouais, à l'opportunité, puis se dire: «Voilà, je vais découvrir autre chose et voir si ça me plaît». ouais, Tu as tout à fait. toujours eu, cette appétence pour le diagnostic et le travail de laboratoire? Ouais, ouais, j'ai bien aimé, dès le départ, bah, tous les tests, hein, qu'on pouvait faire en clinique, je trouvais ça incroyable. En fait, c'est le cheminement des stages aussi qui a amené ça. J'ai commencé par des cliniques un peu plus anciennes qui, avaient à peine, de quoi faire de la pioche. Ah oui. Oui, ça existait encore. Donc on a commencé par là, puis après au fur et à mesure des stages, quand j'ai vu qu'on commençait à faire, aller des gaz du sang, puis partir sur, du SNAP, aller un peu plus loin dans les techniques et se dire bah tiens, quand la PCR est arrivée en clinique, je me suis dit tiens c'est incroyable quand même qu'on puisse faire ça là maintenant. Bon maintenant il y a plein d'autres choses, hein, il y a énormément de diagnostics qui peuvent être réalisés au sein du labo Veto. Je trouve que c'est quand même une bonne chose. Mais oui c'est plutôt ce cheminement qui m'a amené et puis oui il y a l'appétence quand même avec l'apport que le diagnostic peut amener à la prise en charge de l'animal. D'accord. Alors, tu as
quitté quelque part le côté clientèle, mais pas l'univers vétérinaire. Est-ce que tu peux nous parler justement du laboratoire pour lequel tu travailles aujourd'hui et nous décrire un petit peu le contenu de ton poste et le périmètre de tes missions? Bien sûr. Alors du coup c'est un labo français, c'est Enalis pour pas le nommer. On fait des tests PCR, donc on les développe, des tests PCR réalisables directement en clinique. Donc ça évite aux vétos en fait tout simplement de l'envoyer en labo, d'attendre les 4-5 jours de délai. Ils ont le résultat en fait en moins de 40 minutes. Ce qui m'a aussi pas mal attiré, c'est que c'est pas seulement du chien-chat, ils sont aussi sur l'équine et la rurale. Donc ça c'est aussi pas mal. On peut voir plusieurs types de cliniques, plusieurs types de vétos, plusieurs types de clients au final, au bout de la chaîne. Donc ça, c'est une bonne chose. Et alors, mon rôle là-dedans, c'est plutôt un rôle de délégué. J'aime pas le mot commercial, parce qu'on n'est pas là pour vendre de la machine, c'est pas le but. Mais c'est un rôle d'accompagnateur. Et en fait, c'est un peu cette idée c'est une nouvelle corde à l'arc ASV. Pourquoi? Parce que l'ASV a vraiment quelque chose à apporter là-dedans. Bon, pour autant qu'ils soient intéressés par le diagnostic ou par le domaine dans lequel le labo travaille, hein. Mais il a vraiment ce côté terrain à amener. En tout cas, c'est ce que je ressens quand je discute avec mes clients maintenant, avec les vétos avec qui je travaille. C'est vraiment ce côté, bah tiens, c'est un ASV en plus qui arrive dans l'équipe, pardon, et qui apporte une compétence en plus à la clinique. C'est quand même quelque chose qui est apprécié. Et donc en fait, bah tout simplement, c'est aller au niveau du rôle, c'est aller cibler les cliniques qui pourraient être intéressées par ça, aller leur présenter tout simplement, et puis derrière l'installation et le suivi, hein, avec le suivi technique. Et ça, j'aime bien dire, hein, de toute façon, c'est quelque chose qu'un ASV fait déjà en clinique. C'est Mmh. aller accompagner soit ses collègues ASV, soit ses confrères, enfin ses collègues vétos à l'utilisation d'un test ou à l'interprétation d'un résultat. D'accord, donc tu fais aussi le suivi, la formation, pour Oui, les structures, clientes? tout à fait. Est-ce que tu travailles avec la clinique dans laquelle tu as été formé? Oui, aussi, oui, toujours. Ça va, ils ont bien accepté, ton départ, l'entourage Je professionnel a pense. bien En tout cas, réagi? ouais, en tout cas, quand j'y retourne, je me fais pas lyncher, donc ça va. Ça va, super. C'est une équipe qui a à peu près quelle taille, ce laboratoire Enalis? On est une cinquantaine, on arrive à 60 maintenant. On arrive à une soixantaine maintenant. On est répartis en 3 maisons, donc la principale est à Paris, D'accord. où on est, à peu près 45, et on a 2 équipes, une en Allemagne et une en Angleterre. On a une troisième qui est en train d'ouvrir au Canada là, à Montréal, là, mais c'est encore tout jeune. Ils sont 2 pour le moment. D'accord. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres, ASV dans vos Oui, oui, équipes? bien sûr. Ouais, 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 dans l'équipe, commerciale du coup, enfin ouais. déléguée, on est maintenant, on est 3 ASV sur une équipe de 7. Ah quand même! Ouais, ouais, ouais. Et on a une ASV aussi qui fait le support technique avec nous. OK. Ouais. Est-ce que tu as dû suivre une formation particulière avant d'intégrer ou au moment de ton intégration dans cette équipe? Oui, au moment de l'intégration, il y a une formation interne, enfin pour Ouais, forcément, hein, apprendre quels produits sont vendus, comment ils sont développés, le fonctionnement du labo. Mais il n'y a pas eu besoin de passer par une formation en externe sur, mettons, 6 mois même à se former aux techniques de vente, tous ces choses-là. En fait, tout simplement, ça s'apprend sur le terrain. C'est ce que je dis aussi souvent, c'est qu'on n'a pas grand-chose à vendre, c'est simplement un service en plus à proposer, hein. Maintenant, mmh. c'est soit on prend, soit on ne prend pas. Mais c'est ce bon côté-là. Et en fait, ça s'apprend sur le terrain très clairement et avec les équipes qui sont déjà en place. Il y a un système de duo ou de mentorat ou de choses comme ça, d'accompagnement où tu es un Exactement. petit peu ouais? Oui, en fait, au tout départ, quand je suis arrivé, j'ai passé 3 semaines au labo, à vraiment voir comment ça se passait, au niveau, de la R&D, au niveau de la production. Et après, on passe, alors je pense que ça a duré un bon 3 semaines aussi, à faire des duos, sur le terrain avec, les collègues qui sont déjà en place. Donc là, j'ai fait, avec les 2-3 collègues qui étaient déjà là, 2 semaines chacun, à peu près. D'accord. Donc on est bien accompagnés quand même. Finalement, tu as quand même beaucoup capitalisé sur les compétences d'ASV que tu avais déjà et ça a pas Tout à vraiment fait. nécessité d'en développer de nouvelles, à part la formation interne sur les produits?
Exactement, parce qu'en fait, très clairement, hein, quand je suis en rendez-vous actuellement, je parle comme un ASV parlerait à un veto, très clairement, hein. Ouais. À quoi ça sert d'aller sortir, son petit test PCR à la clinique? Bah, écoutez, sur une PIF, par exemple, hein, on prend l'exemple de la PIF, si on a le résultat en 40 minutes versus, 3-4 jours, bon, bah, ça change quand même, la donne, sur La prise en charge. le devenir du chat et la prise en Mmh. charge, exactement. D'accord. Alors, tu disais tout à l'heure que vous aviez quand même, des équipes en Angleterre et en Allemagne. Est-ce qu'on te demande de parler anglais? Un petit peu. Alors, ça se travaille. Je suis pas le meilleur, mais ça se travaille. C'était pas un prérequis, à l'embauche? Non, c'était pas un prérequis, même si je fais, la Belgique en entier, donc il y a la partie néerlandophone. Ouais, Maintenant, on se débrouille quand même, ça va, hein, je suis pas non plus au niveau zéro, donc ça va. d'accord. Mais ils vous accompagnent pas spécialement ou ils vous mettent pas à disposition des formations, d'anglais, Si, systématiques? si, oui, oui. Bah, justement, en fait, en interne, on a des formations, en anglais. On a du document aussi à lire en anglais, donc Mmh. forcément, bah, faut se former un petit peu et les échanges après. Les échanges avec les collègues, à l'étranger, ça aide beaucoup. Vous avez des séminaires ou des choses comme ça en commun pour, voir ce qui se fait un peu dans les autres pays ou? Ouais, tout à fait. Une fois tous les 6 mois, donc là, on va se revoir en juillet. On se réunit tous, à Paris, parce qu'il faut pas oublier que c'est une boîte française, donc on reste à Paris. Ouais. Mais on se réunit tous et puis on échange, bah, sur les différents marchés, comme ils appellent ça, hein. Comment ça fonctionne en Angleterre, comment ça fonctionne bien en France, en Allemagne et heu et oui, on échange beaucoup là-dessus. Alors maintenant, tu as presque 2 ans de recul sur ce poste. Oui. J'ai 2 questions qui me viennent, c'est qu'est-ce qui te plaît dans ces nouvelles fonctions et surtout, est-ce que tu as des perspectives d'évolution dans ce groupe? Alors, du coup, au niveau, de ce qui me plaît, il y a forcément le fait d'être un peu plus indépendant qu'en clinique. Mmh. On est, je dis pas qu'on est laissé à nous-mêmes, mais en tout cas, on a beaucoup de liberté et même de liberté sur les choix. On doit consulter pour avoir l'avis de tout le monde et au final, le choix qu'on va faire, c'est un peu comme si on menait notre petite entreprise dans l'entreprise, en fait. Ça, c'est un côté que j'aime beaucoup. Et oui, de l'évolution, on a toujours. Alors, là, pour le moment, j'y ai pas forcément on n'a pas forcément réfléchi à tout ça. Maintenant, oui, il y a des postes par la suite. On reste un petit labo, hein, mais qui pourrait Ouais. s'ouvrir. Mettons, directeur de région entre guillemets, hein, Mmh. je t'avais dit, hein, je fais le nord, l'est et la Belgique. Bon, bah, on pourrait très bien penser que, entre guillemets, tu viens recruter du monde et puis aller gérer un petit peu, à partir du moment où tu as, mettons, 200 clients à gérer, c'est plus forcément faisable tout seul. Donc Mmh. ça, c'est une des perspectives. Après, il y a d'autres perspectives, hein. On peut très bien aller voir, dans un autre labo. Faut pas rester fermé. Il y a énormément de choses à faire. Il y a déjà potentiellement des approches, donc ça se fait, hein. D'accord. Mais voilà, c'est quelque chose qui est envisageable. Est-ce que toi, ça t'intéresserait, de prendre des responsabilités managériales? Oh bah, pourquoi pas? Il faut pas se fermer de porte. Tu en avais quand tu étais, ASV ou, pas Heu spécialement? Si, au niveau alors plus ou moins, hein, c'était pas spécifié comme ça, mais c'était plutôt de l'accompagnement, des nouveaux, de la formation au niveau des stagiaires, toutes ces choses-là et au niveau du labo, c'était vraiment la référence, donc ils venaient poser des questions quand ils avaient des petits doutes, toutes ces choses-là. Donc oui, c'était plutôt ce côté-là. C'était un peu plus restreint que ce qu'on peut entendre Oui. maintenant, Après potentiellement en c'est labo. toujours important parce que comme tu dis, il y a un Mais turnover tout à qui fait. peut dans certaines structures peut être important, en Oui, fonction de la conjoncture donc si tu accompagnes les nouveaux et les stagiaires, ça peut représenter, un travail, non négligeable. mais oui, tout à fait. D'accord. Donc finalement, que des bonnes, perspectives et comme tu le disais, tu n'exclus pas, tu n'exclus finalement aucune option, que ce soit une évolution en interne, un changement de laboratoire, voire un retour à la clinique. Mmh. Oui, c'est ça, faut rester ouvert. Alors je suis quelqu'un quand même d'assez fidèle, ça se voit au niveau du parcours en clinique, hein, donc j'aime bien, rester à l'endroit. Là, il y a vraiment le challenge, de faire monter ce labo qui est là, mais maintenant voilà, on ne sait pas ce qui se passera dans 10, 20 ans, même plus, hein. Mais, il faut jamais se fermer de porte. Ça, c'est aussi un message pour tous les ASV, hein. Faut pas rester fermé dans, «Il faut que je reste, à faire du soin et je ne sais faire que ça». S'ils ont envie de faire autre chose, c'est totalement possible.
Oui, surtout quand on met à profit des compétences, qu'on a acquis, Exactement, et ou qu'on a développées ou qu'on a travaillé, pendant ces années de pratique en structure tout à vétérinaire. fait. Parce que finalement, on se rend compte, quand on vous écoute, que vous avez toutes et tous, capitalisé sur ces compétences-là et que vous les avez mis au service de vos projets. Pour la grande, grande majorité, dans l'écosystème vétérinaire, mais on sait Ouais, aussi que même dans des reconversions qui sont hors ce secteur-là, ce bien sont des sûr. compétences, notamment, la polyvalence, l'adaptabilité et cetera, qui sont, extrêmement reconnues, dans plein d'autres domaines. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand on change de métier, a fortiori, si on reste dans le milieu vétérinaire, on va garder, ces compétences qui seront valorisées sur le long terme et c'est souvent là qu'on mesure la richesse de votre parcours. Toutes et tous à SV, on voit que, certains, ont fait des parcours de plus de 20 ans en clientèle, d'autres des parcours un petit peu plus, rapides dans la partie clientèle, mais qui ont développé des projets super intéressants. Quelles sont les compétences, à ton sens, que tu as acquis, en tant qu'ASV qui te servent encore au quotidien dans ton nouveau, job? Bah, c'est surtout le côté, médical, à mon sens, où on sait ce qui se passe en clinique, on sait, plus ou moins l'impact d'une pathologie sur un animal. Ça, c'est ce qui m'accompagne le plus au quotidien. Montrer entre guillemets que, bah, au plus vite on prend en charge un animal, au plus vite on a une réponse sur un diagnostic, au mieux on prendra en charge, notre patient et puis, au plus facilement les clients seront contents aussi, quoi, au niveau du propriétaire. Donc c'est surtout ce côté-là. Ensuite, à mon avis, c'est de la débrouille aussi. Il faut pas mal se débrouiller en clinique. C'est la même chose sur le terrain, hein. Rien ne se passe tout à fait comme prévu. On peut avoir un souci de micro, par exemple, qui vient ne pas Par fonctionner. exemple. Heu, on peut avoir, mettons une machine qui est livrée, mais sans une certaine pièce qui est, utile. Bon, bah, ça peut arriver, il faut réussir à s'adapter, quoi. Penser à tout aussi, hein. Enfin, je veux dire, il y a toujours c'est tout bête, mais dans le coffre, j'ai toujours, 2 câbles, d'alimentation en plus, au cas où. D'accord. Le côté Voilà, c'est organisationnel, voilà, anticipation, c'est ça. C'est un côté que j'ai, à mon avis, repris, de mon vécu en clinique. Justement, maintenant que tu es un petit peu passé de l'autre côté, même si tu gardes un contact étroit avec les Mmh mh. structures et on a bien compris que finalement, c'est cette connaissance, ce bagage médical et la connaissance du terrain qui fait aussi que c'est une force, dans ta compréhension de leurs besoins et dans ton accompagnement. Quel regard tu portes aujourd'hui sur, la profession d'ASV? Je pense que ça évolue doucement. Maintenant, est-ce que c'est, non, c'est pas simplement la France, parce qu'en Belgique, c'est la même chose. J'ai eu une discussion hier avec une véto, une ASV, et au final, ils ont quand même pas le droit. Donc non, c'est une évolution lente comparée au modèle américain, canadien ou en Angleterre. Oui, il y a vraiment une différence, Mmh. alors c'est vrai que on connaît un petit peu le mode de fonctionnement sur, l'Amérique du Nord, mais vous ressentez réellement une différence de soit d'expertise, soit de valorisation, soit de descriptif de poste tout simplement, hein, Oui, de oui, tâches qui sont ouais. confiées aux ASV en fonction des différents secteurs? Ah oui, 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 non mais totalement, moi je reste convaincu que, il y a certains actes qui peuvent être faits par la l'ASV, non pas pour remplacer le véto, mais pour lui faire gagner du temps, tout Mmh. simplement. On gagnerait un temps fou à donner plus de responsabilités aux ASV en amont de la consultation, et que le vétérinaire vienne juste, en fait, à interpréter le cas et récupérer les petites erreurs qui ont pu être faites, hein. Ça, c'est tout à fait possible, mais si on les forme bien, il y a pas de raison, qu'on puisse pas, faire comme le modèle nord-américain. C'est pas Oui, impossible. ce qui était l'objectif de la délégation d'actes, hein, finalement, c'était de Exactement. se dire, on fait une formation, idoine et une fois que les ASV sont formés, Mmh. ensuite on peut leur déléguer un certain nombre d'actes Bien qui sûr. 1, sera déjà valorisant, de leur côté et puis de 2 sera, un gain de temps pour les vétérinaires. Mais tout à fait. Le but, c'est de faire gagner du temps aux cliniques et qu'ils passent plus, allez, un grand temps sur simplement écouter, le propriétaire, raconter sa vie pendant un quart d'heure. Oui, enfin, c'est à mon avis ce qui fait perdre le plus de temps aux vétos au final, hein. Mmh. Quelle place,
ça avait pour toi les analyses de laboratoire au sein des structures? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà très développé et tout le monde s'y intéressait un petit peu, ou finalement est-ce que c'est très structure dépendant? Oh, c'est actuellement hein, sur Mmh. le Oui, deuxième, oui. ouais, c'est très structure dépendant. Il y en a qui sont, mais ça c'est des profils. Hein, il y en a qui sont très demandeurs de nouvelles technologies, euh, très au fait aussi. Enfin, ils se mettent, ils se tiennent informés régulièrement. Et par contre, d'autres, voilà, enfin. Ils voient pas la différence entre aller faire une petite manipulation qui prend 3 minutes à la SV et mettre le prélèvement qu'ils ont fait dans une enveloppe et attendre que le coursier vienne le chercher. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est plus intéressant pour eux d'aller le faire directement à la clinique, d'avoir le résultat en une demi-heure plutôt que d'attendre 4-5 jours le retour du labo, quoi. Donc bon, mais ça c'est le challenge aussi, c'est d'aller montrer justement que au final on peut le faire en clinique. C'est pas sorcier, c'est cadré. Voilà, un recul à avoir, mais oui, il y a quand même une grosse différence d'une structure à l'autre. Et c'est même pas d'une catégorie d'âge à l'autre, parce que toute catégorie confondue, on trouve les deux profils. Mais bon, c'est quelque chose qu'on rencontre. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un questionnement sur, le côté fiabilité, sensibilité, spécificité, de se dire quand c'est fait au labo, il y a une espèce, de fiabilité supérieure, alors que peut-être on a moins de recul ou moins de données sur, des tests de diagnostic rapide qui sont faits en structure, ou c'est d'autres types de freins? Mmh. Alors c'est un des freins clairement parce qu'il voilà la technologie alors elle est pas si récente hein, elle existe depuis 2000 donc on a quand même un bon recul dessus. Au niveau des données de validation, on en a de très bonnes que ce soit pour ces tests-là ou pour d'autres hein, sur le marché. Mmh. Mais en effet, ça peut bloquer de ce côté-là à ne pas savoir si en effet ben le test que je vais utiliser va être fiable. Ça c'est un frein qui est rencontré. Le deuxième frein, c'est quand bien même je sais qu'il est fiable, si jamais ce test-là, parce qu'on n'est jamais à 100% de Bien sûr. spécificité ou de sensibilité, ça c'est impossible, hein, même en labo. Pour avoir fait des stages en labo, je sais que c'est pas possible. Mais du coup, c'est aussi le fait de dire, bah tiens, si le test vient à être défaillant, c'est ma responsabilité qui est mise en cause et pas celle du labo. Ce que je dis souvent, hein, c'est que même si on l'a envoyé au labo et que le labo a fait une erreur, on est quand même la personne en tant que veto ou ASG qui est représentée par le labo. Donc on prend quand même les réprimandes. Donc autant prendre entre guillemets les bénéfices du test et gagner un peu de temps que de l'envoyer en labo extérieur. Et oui, c'est surtout ces deux freins-là. Et le troisième frein, c'est le temps alloué à réaliser ces manipulations, enfin ces analyses, bon, qui est de 3 minutes, hein, mais quelquefois ça peut un peu bloquer de ce côté-là. Oui, mais après si tu le mets en balance, enfin je réfléchis juste d'un point de vue Mmh. pratico-pratique, tu vois? Là, on est, l'été, il fait plus de 35 degrés à peu près partout, donc ça sous-entend que quand on doit l'envoyer, la notion de transport ou de Ouais, tout à fait. thermosensibilité ou et cetera, de stockage et de Mmh. transport, peut être compliqué. Donc est-ce que, c'est pas aussi un argument de se dire que quand on a tout à disposition à la clinique, ça facilite quand même beaucoup, la prise en charge, la démarche déjà diagnostique et la prise en charge ensuite, parce qu'on s'affranchit un peu des aléas, Bien autres? sûr. Ah bah, les aléas de la température, du transport, de la perte sur le transport. Ah oui, Ça, il y en c'est une a? chose qu'on connaît tous, hein. Ah Mmh. bah, oui, 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 oui. oui, Enfin, on a tous connu le petit tube de sang qui part au labo et qui revient jamais, c'est ça. hein. C'est émancipé, Donc il est parti visiter, voilà, d'autres pays. c'est ça. Donc oui, ça évite tous ces soucis-là, hein. Et puis tout simplement aussi, hein, je reprends le cas de la pif, mais c'est le même cas sur plein d'autres pathogènes. Mais le petit chaton qui vient d'être adopté, qui déclenche une pif humide, bon bah on sait pas trop si on peut mettre ou pas le traitement. Là, si on a le résultat en une demi-heure, le propriétaire n'a toutes les infos, en tout cas en fin de consultation, plutôt que de se dire pendant 3-4 jours, bon bah peut-être qu'on devrait mettre en place le traitement, mais on va pas le mettre, le chat se dégrade, et au bout de 4 jours, bah le chat est tellement dégradé que même si on met en place le traitement, ça fonctionnera peut-être moins bien.
Et donc c'est tous ces côtés en fait qui viennent amener l'intérêt de ces tests-là. Mais ces tests PCR, tout comme tous les autres, je veux dire, la copro en clinique, c'est aussi une chose à mon avis qui devrait être développée. On éviterait de mettre des antiparasitaires partout dans la nature. Ça serait quand même pas mal à mon avis. Après, ça a beaucoup évolué, enfin, en tout cas, dans certaines espèces, je pense particulièrement chez le cheval où on s'est, Oui. orienté maintenant vers une gestion du parasitisme beaucoup plus raisonnée et là où, il y a quelques années, on pouvait, préconiser, des traitements antiparasitaires, de façon très standardisée pour tout le monde. Maintenant, on a vraiment évolué vers, identifier les forts excréteurs et cetera et ne Ouais. vermifuger que les animaux qu'il faut avec la molécule adaptée. Mais c'était aussi lié beaucoup à l'apparition des phénomènes de résistance qui sont un peu moins documentés chez les carnivores domestiques, encore que, il y en a pas mal en Amérique du Nord, Mhm. et qui commencent à représenter peut-être une menace aussi en Europe. Et on commence à s'y intéresser et peut-être que du coup, ça va prendre le même chemin d'aller vers une gestion du parasitisme plus raisonnée chez le chien et chez le chat. Et là, ça prend tout son intérêt, effectivement, de faire de la copro. Alors qu'avant, on Oui. avait plutôt, je pense, tendance aussi à vouloir, ce qu'il y avait de plus protecteur pour chaque animal, alors que là, on a plutôt une logique de gestion de population. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Et éviter de créer des résistances dans 5-10 ans et de polluer les sols au passage, quoi. C'est un peu Mmh. dommage. Mhm. Est-ce qu'il y avait des espèces, animales ou, des pathologies avec lesquelles tu n'étais pas très familier et que tu as découvert ou approfondi, avec ton arrivée chez Enalis? Oui, oui, là dernièrement, on a sorti une gamme en rural. Bon, j'ai jamais fait de bovin, Ah super! jamais de ma vie. Et j'ai appris sur le tas. Enfin, c'est tout. Ça, c'est une chose qu'on prend. Mais oui, la rurale, c'est le point que j'avais jamais travaillé et ça m'a servi quand même. Donc c'est bien. Finalement, ça te permet quand même aussi de continuer de développer, d'apprendre, des nouvelles choses sur des nouvelles espèces. Est-ce que vous vous occupez des NAC? Alors, pas Pas encore. encore? C'est un sujet à aborder. Je suis un peu arrivé avec l'idée de le développer. Bon, il faut passer par différents stades de développement aussi. On reste un labo au tout début de sa vie. Ça a 10 ans, Enalis. Donc c'est pas très vieux. Mais oui, c'est un but. Personnellement, mon objectif personnel, alors le patron sera peut-être pas très content que je le dise comme ça, mais ça serait dans 2 à 3 ans, quoi, à mon avis. Mais bon, ça sera à Oui, voir en après, fonction du c'est ça, développement, quoi. les objectifs sont différents C'est parce que ça. la taille Ouais, des populations est parfois assez petite, les pathologies sont soit très c'est ciblées, ça. soit voilà, donc il faut développer, tout un test pour, parfois que quelques cas, donc c'est aussi C'est une exactement stratégie qui ça. est très différente, Mais d'un oui, laboratoire à l'autre. Mmh. c'est ça. OK, super, merci beaucoup pour, toutes ces précisions. Est-ce qu'il y Plaisir. a, un conseil que tu aurais envie de donner aux ASV qui réfléchissent à une reconversion ou une évolution, professionnelle dans le secteur vétérinaire? Puisque on a vu au travers, ces 3 premiers parcours qu'il y avait déjà beaucoup de possibilités finalement qui s'offrent à vous, avec les compétences et le parcours d'ASV à l'intérieur même de l'écosystème vétérinaire. Mais je pense qu'il y a 2 types d'ASV qui cherchent à se reconvertir. Ceux qui sentent que elles n'ont plus envie de travailler en clinique et celles qui sont déjà au point de non-retour, qui ont déjà dépassé ce point-là. Pour le premier cas, à mon avis, ça serait plutôt de leur dire de réfléchir un peu, de peser le pour et le contre. Est-ce que c'est aussi région dépendant, j'imagine. Moi, je me suis dit ça parce que j'étais dans le Nord et qu'il y a beaucoup de cliniques et que, bon, à mon avis, ce serait pas compliqué de retrouver si ça marchait pas en labo. Mais est-ce que potentiellement on peut quand même retrouver assez facilement si ça fonctionne pas? Est-ce que au final c'est pas juste une passade? Se dire bah tiens, j'en ai ras-le-bol parce que X raisons, j'en ai marre d'entendre Madame Michu à l'accueil qui me demande le comprimé bleu et qui me dit jamais le nom du comprimé. C'est aussi voilà. Si c'est juste ça, c'est peut-être pas la solution. Est-ce qu'elles ont testé plusieurs cliniques aussi? Mmh, bien À sûr. mon avis, ça c'est une chose à se demander, parce que on le sait que dans certaines cliniques ça passe pas et ça passera avec une autre personne mais pas avec nous et inversement. Maintenant, si elles sont vraiment sûres de ce qu'elles veulent, si elles veulent tester, il faut tester, très clairement.
faut y aller. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est on n'a qu'une seule vie, on a plusieurs carrières par contre. Donc il faut tester, essayer d'aller voir ailleurs, de voir si ça peut nous plaire, surtout si elles ont l'opportunité. Un bon plan aussi pour rechercher, c'est d'aller à la VAC. Hein, on va à la VAC, on va sur les stands, on se renseigne un petit peu sur ce qui bouge dans notre région, ce que les labos peuvent proposer parce que ça existe. On a lancé un recrutement il y a très peu de temps, on avait inclus les ASV dedans, donc c'est pas impossible. Il y a plusieurs postes disponibles. Il faut pas se dire que c'est simplement le délégué qui passe de clinique en clinique et qui est toute la journée sur la route. Hein. Il y a énormément de choses à faire. J'imagine que tu as dû avoir des personnes qui sont dans les assurances ou des types comme ça. Bon, ça peut être des postes qui y ressemblent. Ça peut être des postes dans le marketing aussi, parce que le point de vue de l'ASV terrain peut beaucoup intéresser le côté marketing, et petit à petit on apprend aussi à être aussi sur le poste marketing assez efficace. Hein, au tout début, ça va être donner un peu des idées, puis après, réellement travailler là-dessus. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, il faut, à mon avis, être sûr que ce qu'on a à perdre, on pourra éventuellement le retrouver si jamais ça fonctionne pas ou si ça nous plaît pas. Mmh. Non, c'est amusant parce que on essaie toujours de faire le côté un peu parité, de pas dire elle tout Ouais. le temps, mais toi tu dis elle tout le temps. Ah oui, c'est vrai. Mais Ouais. ça me rassure comme ça me permet Lui aussi. de nous décomplexer quand on fait le raccourci en se disant que Non, il effectivement il y a faut. beaucoup de femmes dans le métier Ah oui, d'ASV, mais oui. si même les garçons font l'amalgame ça va, c'est bon. Oui, oui, on l'a fait forcément. J'ai pas alors je sais pas si ça existe, hein, les données de parité, mais moi je sais que j'étais dans une clinique où on avait beaucoup de chance entre guillemets, hein, en tant que garçon, c'est qu'on était 5 dans l'équipe, sur une équipe de 12 à la fin. Ah, mais c'est bien aussi de pouvoir avoir un équilibre, oui, oui, c'est chouette. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes 100% féminines et même, les femmes qu'on a eues à nos micros, nous racontent aussi que quand elles ont, travaillé dans des équipes mixtes, elles trouvent ça beaucoup plus sympathique. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un point qui est beaucoup soulevé, ouais. D'accord. Est-ce que tu penses que de plus en plus de parcours d'ASV vont se diversifier? Ou est-ce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu restes, fondamentalement optimiste sur, l'issue de la délégation d'actes et les perspectives que ça ouvre en clinique? C'est une très bonne question. La délégation d'actes, ça fait quoi, 15, 20 ans que c'est discuté, Ah peut-être? là, Un ça peu s'est moins? accéléré quand même ces 2 Là, dernières ça s'est années, mais c'est accéléré. vrai que le temps que ça soit complètement retranscrit Ouais. et traduit, de façon concrète dans la réalité des ASV, ça va prendre encore sûrement quelques mois. Oui, je pense que le gros point jouera sur, à mon avis, hein, sur la reconnaissance salariale. Ouais. Si elles ont le droit de le faire, mais qui gagnent, allez, j'abuse un petit peu, mais c'est sur une discussion que j'ai eue avec une ancienne collègue. S'ils gagnent 60 € en plus Oui, ça par fera pas mois, de bon, différence. voilà, je suis pas certain que c'est ça qui les retiendra en clinique. Surtout si c'est des actes que vous faisiez déjà, Mais partiellement, voilà, sous exactement. supervision, mais que finalement ça faisait déjà partie de votre quotidien. Donc ça serait une reconnaissance, de compétences, mais pas une reconnaissance, salariale. Donc ça serait pas suffisant à Voilà. ton avis? Ouais, non, je pense que c'est la clé du problème, c'est que voilà, si c'est pas reconnu, à mon avis, ça bloquera toujours un petit peu pour certaines. Euh, Maintenant, il y aura toujours des ASV en clinique, il y aura toujours des personnes qui auront pas envie de sortir de la clinique parce qu'elles adorent leur boulot, parce qu'elles se voient pas faire autre chose, et c'est très bien, c'est une très bonne chose, c'est qu'elles sont vraiment à leur place. Si elles en sont pas au point de se dire, tiens, il y a autre chose ailleurs. Mmh. Il y a peut-être aussi un travail à faire sur l'organisation, du temps de travail et la répartition dans les différentes structures, parce que c'est vrai que quand on les écoute, on peut avoir, des sons de cloche très différents en fonction du temps partiel, du temps plein, des différentes responsabilités au sein des structures et comme tu le disais à juste titre, de la structure elle-même. Parce que parfois Oui. on est bien pendant, 5-6 ans dans une structure et après on n'est plus aligné avec, peut-être l'évolution, des équipes ou la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est bien aussi d'aller C'est voir. ça, il suffit d'un choix d'évolution de l'entreprise, il suffit d'un changement d'équipe Mmh. pour rebattre. Hein. Ouais. On le sait ça, hein, ça rebat pas mal de cartes en clinique. Hein.
Donc oui, je pense que il y aura toujours des départs. Maintenant, il faut que tous les ASV aient en tête qu'elles ne sont pas cantonnées à rester ASV toute leur vie et leurs compétences leur serviront toujours. Ça, c'est certain. Est-ce que tu as un autre message à leur adresser à ces ASV qui nous écoutent cet été, ou est-ce que finalement cette façon de voir, de se dire il faut saisir les opportunités et ces compétences sont transverses et elles sont réutilisables dans d'autres domaines, c'est vraiment ce qui caractérise le plus ta façon de voir aujourd'hui? Oui, c'est ce qui caractérise le plus ce que je pense, c'est que de toute façon, tout ce qu'on a appris en clinique nous servira soit dans une autre clinique, soit dans un autre domaine. Ça, c'est certain. Il faut surtout pas jeter ce qu'on a fait. C'est un métier passion, mais un métier qui forme beaucoup, énormément, à beaucoup de choses. Que ce soit, enfin, c'est ce que je disais au tout début, hein, que ce soit médicalement, mais aussi sur le plan de du relationnel, hein. On apprend à discuter avec des clients, on apprend à échanger avec eux, plus ou moins à négocier aussi dans certains cas. On négocie pas de prix, mais on négocie aussi le fait de pouvoir ou pas faire un acte. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on apprend beaucoup de choses qui pourront nous servir ailleurs. Et s'il y a un message un peu plus personnel sur ceux qui ont quitté le métier, c'est peut-être aux ASV d'arrêter de faire le barrage à l'accueil quand je les appelle, simplement. De plus me dire le veto, ah non, il est pas dispo, le planning est plein. Je sais comment ça se passe. Et les autres délégués le savent aussi. C'est juste, mais voilà, c'est pour la blague. Tu as raison, mais je pense que peut-être il et elle le font exprès, comme ils savent que Oui, tu c'est es toujours ASV. comme ça. Écoute, on arrive tout doucement au terme de cet épisode. Je voulais te remercier pour avoir partagé avec nous ton parcours qui illustre assez bien le fait qu'une carrière d'ASV peut évoluer de plein de façons différentes tout en restant au service de la santé animale. Et ça, je pense que c'est une grande force et c'est une caractéristique commune qui va transparaître au travers de ces différents épisodes hors série de l'été. Merci Raphaël pour ta transparence. Parce que c'est vrai que tu as Merci à toi. évoqué ton expérience, ton quotidien, les enseignements que tu as tirés de chacune de tes étapes, et on espère que cet échange inspirera celles et ceux qui s'interrogent sur les nombreuses possibilités d'évolution qu'offre le métier d'ASV. Ça, c'est une certitude. J'espère bien. Enfin, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode à la découverte d'un parcours très différent du tien, mais j'espère tout aussi inspirant. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.